Un baobab est plus qu'un arbre. C'est un pachyderme, un totem végétal, un emblème de longévité. Les baobabs sont les patriarches des lieux. Les esprits de la forêt sont leurs hôtes et viennent se cacher dans leur ombre. Quiconque a eu la chance d'approcher un de ces monstres sacrés du règne végétal, de se retrouver quelques instants à leur côté et de ressentir la puissance de leur ancrage, comprendra la révérence naturelle qu'ils inspirent. Philosophiquement parlant, la terre n'est pas à vendre. Donc si quelqu'un arrive qui vient de notre pays, qui demande un terrain, on lui donne, on lui offre, mais on ne le vend pas. Ça, c'était la philosophie des anciens. On est sur les terres des Vezo ici. Et lorsque nous sommes arrivés, nous avons été bien accueillis. Les gens ont été très gentils avec nous. Nous avons respecté les coutumes. Nous sommes allés voir le chef de village Vezo pour expliquer notre situation, qu'on a dû fuir et tout ça. Ils nous ont acceptés et nous ont désigné cet endroit pour y installer nos maisons et nos familles. Ils ont appelé notre village Ambolofoti. C'est un nom Vezo. C'est pas un nom Mikea. Tout s'est bien passé, sans aucun conflit. Avant, on vivait en paix. Il n'y avait pas de vol, pas d'agressivité, ni de violence. On vivait vraiment paisiblement. On préparait les repas, on se racontait des histoires autour du feu, les enfants s'amusaient, chantaient, dansaient. On était vraiment heureux. Et puis un jour, les bandits sont entrés dans la forêt pour voler nos ébus. Ce sont les ethnies venues de l'Est, des bandits de grand chemin. Et nous avons commencé à avoir peur. Nous nous sommes réfugiés plus profondément dans la forêt, mais ils nous ont retrouvés. Ils tiraient avec leurs fusils pour nous faire fuir. Puis finalement, c'est devenu trop dangereux, alors nous avons décidé de déplacer tout le village à la lisière de la forêt et de nous rapprocher de la mer. Ici, on commence à croiser plus d'étrangers, et même des Blancs, ce qui n'était pas du tout le cas avant, lorsque nous étions au milieu de la forêt. À mon avis, c'est la déforestation qui les pousse d'aller dehors. Parce qu'on se pose la question, en fait, quand on met en place les projets de développement à Madagascar. Un projet de développement pour qui? On se pose la question. C'est un projet de développement pour ces gens-là ou les gens qui n'ont pas demandé, c'est ce qu'on appelle les développements. Un développement qui n'a pas de visage, un développement... C'est une coquille vide, en fait. Et les ONG de développement qui se multiplient en nombre à Madagascar et qui ont des financements. Les projets de développement, c'est un business comme les autres. On mesure mal le gouffre qui sépare les Mikea du reste du monde. Les Mikea savent vivre là où personne d'autre qu'eux ne pourrait, car ils savent lire dans la nature un langage que plus personne ne parle.
Ils vivent aujourd'hui de l'héritage légué durant des siècles par leurs ancêtres, et leur souhait est de le transmettre à nouveau à leur descendance. Il faudrait voir dans cette permanence, dans cette continuité, une force plutôt qu'une faiblesse, car ils sont les détenteurs d'une exceptionnelle connaissance de leur environnement. J'ai dit souvent, c'est que Madagascar vit en même temps au XVIIe siècle. On vit au XVIIIe, on vit au XIXe et on vit au XXIe siècle. Donc on a, selon les endroits, on a différentes vitesses qu'on mène en fait. Il y en a qui vivent à l'international, il y en a qui vivent au local, il y en a qui vivent entre les deux et c'est vraiment compliqué. C'est la raison pour laquelle si on met en place des stratégies de développement, il faut vraiment comprendre quelle société on met en place. On est dans quelle vitesse? Si on amène le développement dans les vitesses internationales, ça marche. Si on met le développement dans la vitesse locale, c'est compliqué. La discrétion des Mikéas et leur aptitude à se maintenir malgré l'environnement hostile ont alimenté une mythologie auprès des autres ethnies. On en entend parler, mais jamais on ne les voit. On dit d'eux qu'ils réussissent à trouver toutes sortes de miel dans les arbres, qu'ils savent où creuser pour débusquer les tubercules gorgés d'eau, qu'ils sont des chasseurs hors pair. Les Mikéas sont les experts des petites choses, les observateurs des signes invisibles au reste du monde. Pour beaucoup, ils demeurent un mystère. Certains pensent même qu'ils avaient complètement disparu. Nous ne nous voyons pas comme des gens remarquables. Vous savez, nos seules richesses, ce sont le miel que nous cueillons et les tubercules que l'on trouve par-ci, par-là. Et quand on en trouve, on les mange. Si nous ne pouvons plus aller en forêt, nous sommes perdus. Où iront nos enfants et les enfants de nos enfants? On ne sait plus quoi faire. Il n'y a pas que nous. Il y a d'autres Mikéas, vous savez. Mais quand on n'est plus dans son environnement, alors que toute notre culture en dépend, est-ce qu'on peut encore dire qu'on est toujours Mikéa? Peut-être qu'on doit oublier cette façon de voir désormais. Les Mikéas sortent de la forêt, oublient leur ancien mode de vie. On s'adapte, tant bien que mal.
Pour les Vézos, anciens peuples nomades des mers, devenus sédentaires en se détournant peu à peu du chant des sirènes, les pirogues perdent lentement de leur superbe. En restant de plus en plus souvent sur la grève, ces embarcations synonymes de liberté sont de plus en plus utilisées là où l'on a pied. Pour ces marins, c'est un paradoxe qui s'apprête à bouleverser toute une culture. Car que reste-t-il à un navigateur qui ne prend plus la mer ? Je ne sais pas comment cette histoire d'algues a commencé, mais un jour on nous a dit d'en cultiver. Les Vézos sont des pêcheurs, évidemment, mais le poisson se fait de plus en plus rare, vous savez. Je me souviens quand j'étais petite et qu'on allait à la pêche, on ramenait toutes sortes de poissons. Maintenant, il y a plus de monde à nourrir, les familles sont nombreuses et les ressources ne suffisent plus. On n'a plus assez de poissons. Des étrangers sont venus de Velondriaké et nous ont incités à travailler les algues. Ils ont vu qu'on avait de plus en plus de mal avec la pêche. Alors ils nous ont montré comment faire pousser ces algues. Il paraît que les étrangers ont besoin de ces algues, alors ils nous les achètent. C'est une bonne chose pour nous. Les algues? Non, c'est pas pour manger. On les cultive pour l'argent qu'elles nous rapportent. Et avec cet argent, on peut s'acheter toutes sortes de choses, comme du riz et l'huile et tout un tas de produits de première nécessité. En fait, on nous a obligés à cultiver les algues. Je dis bien obligés, car c'était devenu de plus en plus difficile avec la pêche. On n'avait plus assez à manger. Nous, on avait l'habitude d'aller en mer pour pêcher. Mais maintenant, il ne nous reste plus que cette activité. On doit changer nos habitudes. Mon mari ne va plus en mer. Maintenant, on doit s'occuper des algues. Alors, on est obligé de rester ensemble pour les algues. On nous interdit de faire plein de choses ici. On dirait que ce sont les étrangers qui décident maintenant. Tiens, vas-y, fais des algues, fais ci, fais ça. Voilà, c'est ça le travail qu'ils nous donnent. Jusqu'à maintenant, personne n'avait jamais interdit à un Vézo d'aller où que ce soit. Mais depuis peu, l'État et certaines ONG ont mis en place des réserves, des lieux où nous ne pouvons plus aller, et des périodes de fermeture de la pêche. C'est plus pareil maintenant. Nous, on a des différents interdits, des différents tabous qui existent. Et quand les chrétiens sont arrivés, ils disent aux gens, voilà, on n'a pas d'interdit. Donc, vous pouvez exploiter tout ce que vous voulez. Vous pouvez manger tout ce que vous voulez. Donc, les gens ont commencé à transgresser ces interdits traditionnels. Et tout d'un coup, les ONG de conservation sont venus. Ils donnent encore une leçon que voilà, il faut protéger, il faut mettre des interdits. C'est la réinvention des interdits traditionnels.